Bien, commençons. Bonjour. Denken ist eine Tätigkeit. Zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist. Folglich gibt es einer, der denkt. Penser est une activité. À toute activité appartient quelqu'un qui est actif. Toute activité comporte quelqu'un qui est actif. Donc, il y a quelqu'un qui pense. Confrontant lors du dernier cours, au cours du 10 avril, diverses traductions du pseudo-syllogisme du grammairien, censées, à tort, selon par-delà bien et mal, paragraphe 17, prouver la nécessité d'un sujet agent de toute activité, nous avions noté une différence entre les traductions françaises et anglaises de Nietzsche. Une traduction française, courante, de Cornelius Heim, donnant « Penser est une action, toute action suppose un sujet qui l'accomplit, par conséquent, etc. » Tandis qu'une version anglaise, celle de Helen Zimmern, donnait ceci. To think is an activity, every activity requires an agency that is active, consequently, etc. Commentant cette différence, nous avions souligné que les traducteurs ne trahissaient pas la pensée de Nietzsche, mais que chacun ne tenait et ne disait qu'une moitié de l'illusion critiquée. Une illusion dont la forme complète était, est, reste, l'idée de sujet-agent, l'idée que dénonce Nietzsche en référant la croyance que toute activité présuppose un agent, dass jede Tätigkeit einen Täter voraussetze, à ce qu'il appelle l'indéracinable croyance au sujet et au prédicat. Der ganze volle tiefe Glauben an Subjekt und Prädikat. En fait, dans le paragraphe 17 de Par-delà bien et mal, ce n'est pas expressément de sujet ni d'agent que parle Nietzsche, mais en rigueur des termes d'auteur ou d'acteur. Un pas de plus et l'on serait tenté de dire responsable, un pas de plus encore, et ce serait assez nietzschéen, coupable. Auteur, acteur, c'est le double sens obvi du mot Täter. Ce qui veut dire que Täter, comme person, chez Locke, personne, pourrait prétendre au statut de terme juridique conforme au sens originel du grec katégorein que nous avons évoqué déjà à plusieurs reprises. Ici, autrement dit, mettre en accusation. Täter apparaît 59 fois au nominatif dans l'édition critique digitale de Nietzsche. Mais Nietzsche emploie également 68 fois Urheber, qui signifie littéralement auteur. L'Urheberrechtsgesetz est la loi sur le droit d'auteur en allemand d'aujourd'hui. Sujet-agent, le concept autour duquel nous tournons depuis le début de cette année, sujet-agent s'analyse donc sous la plume de Nietzsche dans un premier temps en Täter, Urheber et Subjekt. C'est à
Urheber que recourt le célèbre texte sur les prédicats dans la volonté de puissance, 1.24.4, Schlussbetrachtung zur Kritik der Philosophie, paragraphe 531, en quoi vous êtes invité à reconnaître et à suivre dans les éditions modernes et les traductions récentes le fragment posthume de 84 du Nachlass, donc de l'automne 1885. On a suffisamment dit que La volonté de puissance est un livre qui n'existe pas et qu'en fait on doit se référer, et l'on peut, ce qui est une chance, puisque l'on peut ce que l'on doit, pour une fois, on peut et l'on doit se référer donc à cette belle et sérieuse édition des fragments posthumes, dont vous trouvez une traduction excellente dans la série des œuvres complètes de Nietzsche. Alors là, c'est, pour ce qui nous occupe, c'est le tome 12 qui regroupe les fragments de l'automne 1885 jusqu'à l'automne 1887. Donc, dans ce... Alors, les deux systèmes de référence coexistent, n'est-ce pas, puisque ça dépend de ce que vous avez sous la main, n'est-ce pas, et il est toujours bon, de toute façon, de savoir à quoi correspond exactement tel ou tel fragment dans ce livre constitué à partir du Nachlass de Nietzsche par sa sœur, Volonté de puissance, donc paragraphe 531. Zu jeder Veränderung gehört ein Urheber. À tout changement appartient un auteur, ou, comme le traduit M. Julien Hervier, donc le traducteur des fragments posthumes 85-87 pour Gallimard, à toute modification correspond un auteur. Alors, dans ces fragments de l'automne 1885, apparaît, en dehors de ce fragment 2.84, un autre fragment extrêmement intéressant, 2.83, où figurent les deux prémices du syllogisme du grammairien. Et ce fragment nous donne le terme et le concept, qui articulent fondamentalement à la base, au niveau de l'opération, au niveau de l'activité, Wirkung, l'ensemble du dispositif judiciaire, logico-grammatical, de l'agence et du sujet. Et ce concept, comme vous pouvez vous y attendre, c'est celui de cause, Ursache. Voilà le texte en allemand du fragment, j'appelle posthume, donc 2.83, Der Mensch glaubt sich als Ursache, als Täter. Alles, was geschieht, verhält sich prädikativ zu irgendwelchem Subjekte. In jedem Urteile steckt der ganze volle tiefe Glauben an Subjekt und Prädikat oder an Ursache und Wirkung. Und dieser letzte Glaube, nämlich als die Behauptung, dass jede Wirkung Tätigkeit sei und dass jede Tätigkeit einen Täter voraussetze, ist sogar nur ein Einzelfall des Ersteren, so dass der Glaube als Grundglaube übrig bleibt, es gibt Subjekte. Alors, voilà la traduction. L'homme se pense comme cause, Ursache, comme acteur, Täter. Alors après, traduire alles was geschieht verhält sich prädikativ zu irgendwelchem Subjekt. C'est une description de ce que nous croyons. À savoir que tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, alles was geschieht, est dans un rapport de prédication, dans un rapport que l'on peut décrire prédicativement, avec la forme prédicative, à un sujet quelconque. Tout jugement, donc,
Urteil, recèle la croyance profonde, pleine et entière dans le sujet et le prédicat, ou dans la cause et l'effet. Deux croyances. Sujet, prédicat, cause, effet. Et cette dernière croyance, à savoir l'affirmation que tout effet est une activité, que toute activité présuppose un acteur, est même un cas particulier de la première, si bien qu'il subsiste comme croyance fondamentale cette croyance, il y a des sujets. Es gibt Subjekte, traduction donc d'Hervier, page 109. Donc, juger de ce qui arrive, urteilen, juger de ce qui se produit, was geschieht, en rendre compte, en rendre raison, ajouter au quoi de l'événement, le pourquoi qui engendre ou qui génère conceptuellement le qui, auteur, acteur, c'est donc remonter de l'événement à l'action, de l'action à l'intention, de l'intention à l'acteur, de l'acteur au sujet. Bref, c'est aller de croyance en croyance, pour Nietzsche. C'est bien, hein, remonter de l'événement à l'action, de l'action à l'intention, il faudrait souligner 10 fois ce mot, de l'intention à l'acteur, de l'acteur au sujet. C'est aller de croyance en croyance. Alors, un mot sur l'intention. Ce qui entraîne, écrit Nietzsche, l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité. Ce n'est pas ce que l'on dit au Moyen-Âge, sous la forme de l'adage « après cela, donc à cause de cela », post hoc, ergo propter hoc. Ce n'est pas ce que l'on dit depuis Hume, à savoir ce que l'on désigne par cette grande habitude, où vous reconnaissez la custom, de la succession des phénomènes. Ce qui entraîne l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité, c'est notre incapacité à interpréter un événement autrement que comme événement intentionnel. Ce qui entraîne l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité, c'est une autre croyance, donc je disais qu'on remontait de croyance en croyance, c'est la croyance au vivant et au pensant comme unique agissant. Il y a une forme de vie que les Grecs appellent bios theoretikos, la forme de vie qui est celle du vivant doté de la pensée, doué de pensée, de théorein. Eh bien, la croyance au vivant et au pensant, au fait qu'il y a un vivant qui pense, eh bien, cette croyance est croyance que ce vivant-là est le seul à agir. De tous les vivants, n'agissent que les vivants qui pensent. La croyance au vivant et au pensant comme unique agissant, incise, qui est une croyance à la volonté, qui est une croyance à l'intention, la croyance que tout événement est un agir, que tout agir présuppose un acteur, c'est, dit Nietzsche, bon, il est difficile de faire une synthèse plus époustouflante, n'est-ce pas ? C'est la croyance au sujet. Voilà tout ce que renferme la notion de sujet. Toutes les croyances qui y sont nouées, tissées, voire sédimentées historiquement. La nécessité psychologique d'une croyance à la causalité réside dans l'impossibilité de se représenter un événement sans intention, au pluriel d'ailleurs, sans intention, une action sans sujet. Le principe affirmant que, comme je disais tout à l'heure, à
toute modification correspond, à tout changement correspond un auteur. Sépare, dit Nietzsche, l'agissant et l'agir. De cette séparation, jouant habilement et implicitement sur le double sens du mot allemand Urteil. Teil, c'est une partie. Urteilen, juger. Urteil, jugement. Cela peut s'entendre aussi comme partition, séparation, division originaire. Ce que vous entendez d'ailleurs et voyez se développer dans la logique de Hegel, d'ailleurs, bon, la théorie du jugement. Mais bon, jugement, donc, c'est-à-dire aussi division originaire. Donc, jouant sur le double sens du mot Urteil, Nietzsche fait de cette séparation entre l'agissant et l'agir, entre ce qui agit et l'agir même, fait donc de cette séparation l'une des sources de ce qu'il appelle le mythe, ou plus exactement même la mythologie du sujet agent. Alors, prenons un exemple. Dire l'éclair, lui. Vous avez ce mot, enfin cette expression plus exactement au début de à la fin plus exactement de la troisième et au début de la quatrième ligne du paragraphe qui est cité ici, fragment 284, Wille zur Macht, paragraphe 531, Der Blitz leuchtet. Donc dire l'éclair, lui, c'est poser deux fois le luire, le leuchten. Une première fois, une fois comme activité, une autre fois, une seconde fois, comme sujet. C'est ça l'Urteil, la division originaire entre agissant et agir, qui fait que nous croyons en l'existence de sujets agents. C'est quelque chose qui devient pensable à partir de cet exemple très célèbre sur lequel on va s'attarder quelques moments. L'éclair, lui, der Blitz leuchtet. Donc dire l'éclair, lui, c'est poser deux fois le luire, une fois comme activité, luire, une seconde fois comme sujet, luisant. C'est, dit Nietzsche, et là c'est magnifique, en tout cas pour le sujet, si j'ose dire, de cette année, c'est, dit-il, c'est l'expression que vous avez en caractère gras, zum Geschehen ein Sein supponieren. C'est supposer à l'événement, au Geschehen, c'est lui supposer ein Sein, un être. Donc, dire l'éclair, lui, c'est supposer à l'événement un être qui ne fait pas qu'un avec l'événement, mais qui est et qui demeure en dessous, pendant que l'événement se produit, c'est-à-dire arrive et devient. Zu jeder Veränderung gehört ein Urheber. À tout changement, modification appartient un acteur. Voilà une belle phrase, mais c'est déjà de la mythologie, dit Nietzsche. Un énoncé comme cela, un principe de ce genre, trennt, sépare, das Wirkende und das Wirken, l'agissant et l'agir. Quand je dis l'éclair, lui, j'ai posé le luire, wenn ich sage der Blitz leuchtet, so habe ich, j'ai déjà posé,
si je dis l'éclair lui, c'est que j'ai déjà fait quelque chose, c'est-à-dire que j'ai posé das Leuchten, le luire, einmal als Tätigkeit, une fois comme activité, und das andere Mal, et une seconde fois, une autre fois comme sujet. Gesetzen, setzen, gesetzt, je l'ai posé. Et donc, c'est là que vous trouvez cette phrase, zum Geschehen ein Sein supponiert, welches mit dem Geschehen nicht eins ist, vielmehr bleibt, ist und nicht wird. Das Geschehen als Wirken anzusetzen und die Wirkung als Sein, das ist der doppelte Irrtum oder Interpretation, deren wir uns schuldig machen. Quand je dis l'éclair lui, j'ai posé le luire une fois comme activité et une seconde fois comme sujet. Hervier traduit « J'ai donc subsumé sous l'événement un être qui ne se confond pas avec l'événement, mais bien plutôt demeure, est et ne devient pas. » Je vous ai indiqué aussi la traduction anglaise de Helen Zimmern. Every change must have its author. This belief in itself is already mythology. It separates the working cause, ajoute l'anglais, from the cause in work. Vous voyez, c'est intéressant la façon dont on se bat, si je puis dire, avec un texte, et la manière de le traduire en fonction du génie d'une langue aussi. When I say the lightning flashes, I said the flash down, once as an action and a second time as a subject acting. Alors, plutôt que de subsomption, personnellement, je préfère, ayant en tête la notion médiévale, syntactico-sémantique de suppositio, entendre zum Geschehen ein Sein supponieren au sens de supposer à. Donc supposer au devenir, lui supposer, placer dessous, un être. Donc, autrement dit, et très littéralement, l'agissant et l'agir étant séparés, j'incline à entendre zum Geschehen ein Sein supponieren, fournir à l'événement transitoire, qui passe, un substrat endurant. En un mot, lui supposer l'être comme sujet. Le devenir n'est pas libre, il ne flotte pas librement, n'est-ce pas ? Il s'appuie littéralement sur l'être. Pas de devenir sans un sujet qui est l'être, qui est le sujet du devenir. Donc. Cette analyse de Der Blitz leuchtet, l'éclair lui. The lightning flashes. Ça a l'air d'une chanson des années 70, n'est-ce pas, Jumping Jack Flash, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, l'analyse donc de Der Blitz leuchtet, l'éclair lui, qui dénonce la réduction de l'événement à la forme prédicative. Ou si vous préférez, à la forme catégorique, rappelle évidemment les discussions qui ont lieu à la même époque. C'est pour ça que j'ai tenu à souligner tout à l'heure que ces passages de la volonté de puissance sont en fait des fragments posthumes de Nietzsche datant de l'automne 1885. Eh bien, à la même époque, c'est-à-dire au milieu et à la fin des années 1880, il y a des débats philosophiques qui sont bien connus dans cette maison sur les phrases sans sujet. Cela, donc, dans la philosophie autrichienne, tout particulièrement, avec un cortège de spéculations
sur ce qu'on appelle le sujet caché. Alors, il n'est que de relire sur ce point les remarques de Brentano sur la supposition de Zeus, Zeus, au pleuvoir dans Il pleut. Il pleut, es regnet, oui. En fait, bien, on va dire ça pleut, n'est-ce pas? Mais bon, en fait, on suppose que cet événement a un sujet agent qui est Zeus. C'est Zeus qui pleut. Zeus en allemand, regnet. Es regnet, il pleut, devient il. Oui, lui. Zeus pleut. Zeus regnet. Et Brentano discute aussi les tautologies, ce qu'il appelle des tautologies du type de la pluie pleut, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pleut? La pluie pleut. Ou il y a du bruit qui devient le bruit. Ah, ça vous rappelle évidemment Heidegger, die Welt weltet, hein, le monde se fait monde, mais non, là je plaisante. Le bruit, la pluie pleut. Et donc, tout cela, tout ce que nous dit Nietzsche, doit nous faire penser, peut nous faire penser en tout cas, à cette dénonciation brentanienne de ce que Brentano, commentant donc un texte de Miklózis auquel j'avais fait allusion il y a un mois maintenant, ce que Brentano appelle l'échec absolument grotesque de tout essai, si ingénieux soit-il ou fût-il, pour définir le sujet caché de propositions qui ne comportent en vérité aucune liaison de sujet et de prédicat et qui sont précisément et proprement sans sujet, n'est-ce pas? Dans Es regnet, on cherche un sujet à une proposition qui n'a pas la forme sujet-prédicat. Et donc c'est parfaitement idiot, n'est-ce pas, de chercher un sujet à ce qui ne peut pas en comporter. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que le rejet de l'universalité de la forme prédicative est un point commun inattendu et évidemment à questionner, à travailler entre Nietzsche et Brentano. Chacun ayant évidemment son propre objectif, et celui de Brentano étant, comme on le sait, la réduction de toutes les propositions catégoriques à des propositions existentielles. En deux mots, dans le texte, dans un certain nombre de textes, mais tout particulièrement dans celui auquel je fais allusion maintenant, à savoir la psychologie du point de vue empirique, dont j'extrais les pages la citation qui vient, traduction française, page 233, de la psychologie du point de vue empirique, traduction Maurice de Gandillac, revue par Jean-François Courtine. Donc dans la psychologie du point de vue empirique, Brentano soutient deux thèses extrêmement intéressantes. Aucune proposition affirmative n'est universelle. Aucune proposition affirmative n'est universelle. Il faut retenir ça, c'est assez. Et aucune proposition négative n'est particulière. Aucune affirmative n'est universelle, aucune négative n'est particulière. En réalité, ce qui est dit exactement, c'est in Wahrheit ist kein bejahendes Urteil allgemein. Il s'agit en fait du jugement. En vérité, dit Brentano, aucun jugement affirmatif n'est général, allgemein, universel. Et de même, donc,
kein verneinendes Urteil, aucun jugement négatif n'est particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela vous apparaît clairement, n'est-ce pas? C'est qu'il faut réduire toutes les catégoriques à des existentiels. Alors, j'ai fait ici un petit tableau qui correspond à ce que vous pourriez lire, page 233, si ça vous intéressait, comme je l'espère. Enfin, c'est toujours amusant de voir comment un esprit très original reprend les données de base de la logique la plus traditionnelle, n'est-ce pas, pour faire du nouveau et du nouveau quand même assez stimulant avec de l'ancien. Alors, réduction des catégoriques à des existentiels. Vous avez ici des lettres, I, E, A, O, qui sont des lettres qu'utilisaient les médiévaux lorsqu'ils construisaient un carré d'opposition entre les propositions quantifiées, universelle affirmative, particulière affirmative, universelle négative, particulière négative, et plutôt que d'écrire cela à chaque fois, n'est-ce pas, ils utilisaient des abréviations qui d'ailleurs servaient aussi dans les nombreux vers mnémoniques, enfin les vers dont on se servait, disons, pour mémoriser les règles de la logique. Tout le monde connaît quand on est méchant, on essaie de faire passer pour un vers latin. Barbara, c'est la reine, Dari, Ferio, Baralipton. Alors, A, I et E, O, ce sont les lettres qui désignent. Alors, pour A, qui est la première voyelle de affirmo, j'affirme, A égale universelle affirmative, I, deuxième voyelle de affirmo, j'affirme, particulière affirmative, et pour la négation, c'est négo, je nie, première voyelle, c'est E, donc l'universelle négative sera rendue par E, et la particulière négative est rendue par O. Donc avec ces quatre voyelles, vous avez le moyen d'évoquer les quatre types de propositions: universelle affirmative, particulière affirmative, universelle négative et particulière négative. Alors maintenant, vous entendez ce que dit Brentano. Aucune proposition affirmative n'est universelle. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'universelle négative. Une universelle affirmative, je veux dire, comme on va le voir pour A. Et aucune proposition négative n'est particulière. Alors, prenons maintenant les exemples dans l'ordre où ils figurent dans la traduction et dans le texte original, page 233. Vous voyez qu'on ne suit pas l'ordre traditionnel qui fait commencer l'analyse des propositions à A, c'est-à-dire à l'universelle affirmative. Et pour cause, puisqu'il n'y en a pas. Donc, on commence à la particulière affirmative. Quel homme est malade est une proposition catégorique. Eh bien, pour Brentano, on peut réduire cette proposition catégorique à une proposition existentielle, dont il donne deux formulations. Un homme malade est. Et sous une forme plus habituelle, il y a un homme malade. Un homme malade est. Ça, homme malade, il y en a. Cela existe. Il y a un homme malade. Aucune pierre n'est vivante. Une pierre vivante n'est pas. Si vous préférez, il n'y a pas de pierre vivante. Tous les hommes sont mortels. Un homme immortel n'est pas.
il n'y a pas d'homme immortel. Vous voyez qu'il n'y a pas d'engagement existentiel sur tous les hommes sont mortels. Puisque, précisément, ce qu'on dit, c'est que cela, homme immortel, eh bien, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas besoin de se demander s'il faut que le terme homme ait une référence pour qu'on puisse se prononcer sur la vérité ou la fausseté de la proposition tous les hommes sont mortels, comme on le faisait dans beaucoup de discussions médiévales. Là, on règle un certain nombre, on élimine un certain nombre de problèmes. Quel homme n'est pas savant, un homme non savant est, il y a un homme non savant. Donc, ce qui a l'air d'une négative, en fait, est une affirmation d'existence d'un homme qui possède la propriété d'être ignorant. Bon, en somme, comparons Nietzsche et Brentano. Brentano veut montrer que tout jugement, qu'il soit énoncé dans la forme catégorique, comme ici, mais aussi bien hypothétique ou disjonctive, tout jugement peut revêtir sans la moindre modification de sens la forme de ce que Miklózis appelle une proposition sans sujet, ou, suivant la formule que préfère Brentano, d'une proposition existentielle. Ce n'est pas ce que nous dit Nietzsche, exactement. Nietzsche s'en prend, lui, à la notion même de jugement, notre plus vieille croyance, et au système qu'elle articule, autrement dit, sujet, objet, substance, causalité. Dans le paragraphe 280 de Wille-sur-Marthe, vous voyez un certain nombre d'affirmations de Nietzsche qui sont présentées avec des A, des B, ils sont de lui, c'est pas de moi. Lorsque l'on a compris que le sujet n'est pas quelque chose qui agit, dit Nietzsche, mais seulement une fiction, il s'ensuit beaucoup de choses. On peut, en effet, c'est très avantageux, on peut abandonner l'objet, on peut abandonner la substance, on peut abandonner la causalité. Je cite, « Si nous abandonnons le sujet qui agit, nous abandonnons aussi l'objet sur lequel on agit. Si nous abandonnons l'idée de sujet et d'objet, nous abandonnerons aussi l'idée de substance. » Donc, résumons, le jugement est notre plus vieille, notre plus ancienne croyance. Das Urteilen ist unser ältester Glaube. Tout jugement recèle la croyance profonde, pleine et entière dans la cause et l'effet. Cette croyance est un cas particulier de la croyance dans le sujet et le prédicat, si bien qu'il subsiste comme croyance fondamentale et archi-croyance fondamentale et erronée, n'est-ce pas? C'est le point de départ de toutes nos errances. Cette croyance absolument fondamentale, c'est « il y a des sujets ». Donc c'est à l'archéologie de cette croyance fondamentale, de cette Grundglaube, fondamentalement erronée, fictive, fictionnelle et fourvoyante, qu'est consacré le travail d'historien de la philosophie médiévale que j'essaie d'accomplir. Et en disant cela, avec cette remarque, nous sommes arrivés à pied d'œuvre. Nous sommes maintenant face à notre tâche, la tâche qui, je vous le rappelle, avait été définie au début de l'année à l'aide de cette question heideggerienne, entre guillemets, comment et pourquoi le sujet est-il devenu, sous le nom de « je », sujet d'action. Et je vous avais dit que cela impliquerait de tracer, c'est-à-dire de faire l'historique, comme on dit, des théorèmes ou des principes dont est issue l'affirmation que toute action suppose un sujet qui l'accomplit. Autrement dit, la formation de ce que j'appelais l'équation fondamentale, si vous vous rappelez, einer, quelqu'un, égale sujet, égale agency, traduction de Silbern, égale je.
Donc chaque point de cela doit être travaillé, y compris la mise entre parenthèses du jeu, sur laquelle je reviendrai par la suite. Donc si, comme l'écrivait Foucault, dans l'Archéologie du savoir, page 96, les concepts ne sont point formés directement sur le fond approximatif, confus et vivant des idées, mais à partir des formes de coexistence entre des énoncés. Donc la faute d'orthographe est de moi, n'est-ce pas, ça n'est pas de Foucault, il faut un S à énoncer, entre des énoncés. Donc si, comme l'écrivait Foucault, les concepts ne sont point formés sur le fond approximatif des idées, mais, j'insiste, à partir des formes de coexistence entre des énoncés, ce traçage, donc, auquel je vous invite, va impliquer à son tour de mettre au jour les réseaux où se formulent et se sont formulées les notions de sujet et d'agent qui interviennent directement ou indirectement sous une forme originale ou sous une forme modifiée dans les théorèmes et les principes dont nous allons donc nous occuper maintenant. Donc c'est ce que nous ferons dans les prochains cours, ce qui nous donnera l'occasion aussi plusieurs occasions de confronter histoire des idées et archéologie du savoir, que ce soit dans ce cours ou en séminaire. Alors aujourd'hui, pour clore ce cycle introductif commencé le 6 mars en philosophie ancienne et moderne, et entamer celui médiéval qui s'achèvera provisoirement le 26 juin, il me faut montrer que l'archéologie du sujet et plus généralement l'archéologie philosophique peut, par ce que Collingwood appelle la réactivation, le reenactment, la remise en acte de certains énoncés qui sont insérés, qui sont sertis dans des complexes de questions et de réponses précis, au long du long Moyen-Âge, fin de l'Antiquité tardive jusqu'au XVIIe, voire au-delà, il me faut vous montrer donc que ce programme-là permettra l'évaluation de certaines thèses philosophiques modernes ou contemporaines. Alors, j'essaierai de vous montrer, en l'occurrence, donc, et pour commencer, que la thèse de Nietzsche, qui est la thèse moderne par excellence quand même, sur laquelle nous sommes longuement attardés, que cette thèse de Nietzsche est doublement fondée aux yeux de l'archéologue, puisqu'elle est pertinente archéologiquement. Ce que Nietzsche nous raconte n'est pas une histoire de brigands. Elle est pertinente archéologiquement, mais elle est aussi, comme thèse historique, comme thèse d'historien, entièrement conforme à la contrainte de Skinner, que j'ai évoquée en cours et en séminaire, et dans ma leçon inaugurale, ne pas attribuer à un individu des intentions et des actes qu'il ne saurait reconnaître pour des descriptions correctes de ce qu'il a voulu dire ou faire. Alors ici, ne pas attribuer à un individu des intentions et des actes, c'est-à-dire des théories et des énoncés, qu'il ne saurait reconnaître pour des descriptions correctes de ce qu'il a voulu dire ou faire, à savoir expliquer philosophiquement. Alors je m'explique moi-même. La superstition des logiciens dont nous parle Nietzsche et l'argument du grammairien dont nous parle Nietzsche, ce pseudo-syllogisme du grammairien. Cette superstition et cet argument logico-grammatico dénoncés par Nietzsche ne sont pas la reconstruction anachronique d'un processus qui se serait déroulé d'une manière tout à fait différente, dans un tout autre idiome philosophique et un tout autre cadre mental que ceux des philosophes dont il va être question désormais. Pour le dire clairement, le système que critique Nietzsche a été explicitement et intégralement mis en place, formulé, construit et argumenté au Moyen-Âge. Ce que
critique Nietzsche, n'est-ce pas, j'insiste, n'est-ce pas, a été explicitement et intégralement mise en place, formulée, construite et argumentée au Moyen-Âge. Alors, comme nous le verrons dans les prochains cours, pour arriver à ce que Nietzsche appelle l'absolute Gewissen, le su absolu, enfin le savoir absolu cartésien, l'absolument certain, tel que le définit Nietzsche dans le fragment 10-158 de l'automne 1887, c'est-à-dire le paragraphe 484 de la volonté de puissance. Eh bien, pour arriver, n'est-ce pas, à cette certitude absolue, pour arriver, autrement dit, à la certitude subjective des modernes, il faut poser une condition philosophique qui constitue la prémisse de l'ensemble des thèses que nous avons virtuellement approchées sous le chef de l'imputabilité dans les séances précédentes. Alors, un mot sur cette certitude absolue voulue, rêvée, poursuivie par Descartes, qui est la certitude subjective des modernes, dont nous devons rendre compte archéologiquement en fouillant, si je puis dire, l'archive médiévale. Un mot là-dessus. Et donc sur ce paragraphe 484 de la volonté de puissance et sur donc, le fragment posthume de l'année 1897 qui porte le numéro 10-158. On pense, es denkt, es wird gedacht. Es wird gedacht, donc ça pense, n'est-ce pas, on pense, donc il y a quelque chose qui pense. À cela se réduit l'argumentation de Descartes. Mais c'est là tenir déjà pour vrai a priori notre croyance en l'idée de substance. Dire que lorsque l'on pense, il faut qu'il y ait quelque chose qui pense. C'est simplement la formulation d'une habitude grammaticale qui, à l'action, ajoute un acteur. Bref, on annonce ici déjà un postulat logico-métaphysique, au lieu de se contenter de décrire, de constater. Sur la voie indiquée par Descartes, on n'arrive pas à une certitude absolue, à ce fundamentum inconclusum, mais seulement au fait brut, à l'existence factuelle d'une croyance très forte. Si l'on réduit la proposition es wird gedacht à quelque chose, à savoir on pense, ça pense, donc il y a des pensées, bien, on ne produit qu'une simple tautologie. Et ce qui entre justement en question, la réalité de la pensée, cela, on ne l'atteint pas, on n'y touche pas. De sorte que sous cette forme, on est forcé de reconnaître l'apparence de la pensée. La pensée, c'est un phénomène. Ça pense, donc il y a des pensées. Mais ce que voulait Descartes, ce n'était pas ce constat vide. Ce qu'il voulait, évidemment, c'était que la pensée n'eût pas seulement une réalité apparente, mais qu'elle existât en soi et donc qu'elle présentât un caractère de certitude absolue, subjective. Pour arriver à cette certitude-là, il faut poser, dans le cadre de ce moment fondateur de la pensée française qu'est l'expérience du cogito, il faut poser une condition philosophique qui constitue donc la prémisse de l'ensemble des thèses que nous avons évoquées sous le chef de l'imputabilité. Autrement dit, rappelez-vous, la capacité de l'auto-attribution, d'une auto-attribution de certains prédicats en première personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut donc que je sois capable de m'attribuer certains prédicats en première personne, moi qui vous parle en ce moment. Il faut donc que soit philosophiquement admis, justifiable et justifié, non seulement que je suis moi-même
l'agent de mes actes, bon, ce qui est le programme minimum, hein, mais aussi et très littéralement que j'ai l'intuition d'être moi-même le sujet de mes actes. Là, vous aurez un cogito qui mérite le label qualité française. Hein. Vous aurez un vrai cogito. Je suis l'agent de mes actes, certes, mais aussi, et très littéralement, j'ai l'intuition d'être, moi et nul autre, le sujet des 10 actes. Alors, ça nous semble aller de soi. Hein, mais en fait, il a fallu un très long parcours pour arriver à cette double thèse. On peut facilement l'imaginer, qu'il ait fallu du temps pour arriver à formuler cela, si l'on n'a pas oublié l'interdit dont Augustin avait inauguralement frappé le subjectum s'agissant de l'âme humaine. Vous vous rappelez qu'on a commencé l'année en rappelant qu'en tant qu'image et vestige de la Trinité, pas plus que Dieu ne pouvait être présenté comme le sujet de ses attributs, hein, l'âme humaine et l'homme ne pouvaient être présentés comme le sujet de ses propres états mentaux ou actes, à savoir, pour ce que nous en avions rappelé, l'amour et la connaissance, hein, dilectio et cognitio. Donc, Augustin avait rejeté, vous vous rappelez, l'application du subjectum, autrement dit de l'upokaimenon aristotélicien, à l'âme en tant qu'âme et vestige de la Trinité, du fait même qu'il refusait de faire de Dieu un upokaimenon, sujet d'accident changeant. Bon, donc on peut imaginer qu'il a fallu du temps pour faire entrer le sujet dans ce dispositif, hein, de l'agence. Reste que l'ensemble de thèses requis pour la formulation d'une notion de sujet-agent susceptible de fonctionner à nos yeux d'archéologues, si je puis dire, comme a priori historique de la subjectivité du sujet moderne, cet ensemble de thèses est posé explicitement dès la seconde moitié du XIIIe siècle. Ces thèses, nous les trouvons réunies et articulées dans un texte. Il y en aurait d'autres, il y en a d'autres, mais ce texte va nous servir dans les heures qui viennent, disons, de guide, de fil conducteur. Ces thèses, donc, nous les trouvons réunies et articulées dans un texte qui a pour auteur un franciscain, mis plusieurs fois en cause par ses propres confrères. Je reviendrai là-dessus, ce n'est pas le moment d'insister sur ce point. Puis mis en cause ultimement post-mortem. C'est toujours bien de mourir avant la censure, n'est-ce pas? Mais enfin, là, dans son cas, quand même, le Concile de Vienne en 1312 semble avoir, a probablement condamné un certain nombre de ces thèses. Mais je reviendrai sur ce point, ce n'est pas pour le moment le plus important. Quel est ce franciscain? Il s'agit de Pierre de Jean Olieu, qui est plus connu sous le nom d'Olivier. Et donc Pierre de Jean Olieu, alias Olivier, né vers 1248, mort en 1298, donc quelques années avant 1312, le Concile de Vienne, qui le condamne. Enfin, il y avait un gros agenda dans ce concile. Alors, la thèse d'Olivier. La thèse d'Olivier est que l'âme se connaît ou peut se connaître elle-même de deux façons, ou comme on dit au Moyen-Âge, selon deux modes. Le premier mode d'autoconnaissance de l'âme est intuitif.
par intuition. Et le second mode d'autoconnaissance de l'âme sera par raisonnement ou inférence. Donc vous avez soit l'intuition, soit l'inférence. Ce matin, seul le premier mode nous intéresse, à savoir celui de l'intuition, puisqu'il correspond exactement à l'analyse nietzschéenne de la volonté de puissance, enfin, dans la volonté de puissance, autrement dit, et aussi à la séparation entre être et devenir, ou, si vous préférez, sein et werden. Olivier soutient en effet deux thèses qui sont visées à distance par Nietzsche. Je ne veux pas dire que Nietzsche a lu Olivier, n'est-ce pas? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je veux dire que vous trouvez dans le texte d'Olivier l'indice, la preuve, le document qui vous permet de constater qu'à la fin du XIIIe siècle, le système que décrit Nietzsche existe. Donc Nietzsche n'a pas inventé, n'a pas rêvé la chose. Donc Olivier soutient deux thèses visées à distance par Nietzsche. Première thèse, que j'ai une intuition de moi-même comme substance, c'est-à-dire à la fois comme sujet et comme principe. Une intuition qui en plus a un mode de donation tout à fait remarquable, puisque cette intuition que j'ai de moi-même comme substance, c'est-à-dire à la fois comme sujet et comme principe de mes actes, eh bien, cette intuition, elle est donnée par ce que Olivier appelle, alors en latin, sensus experimentalis et quasi tactualis. Sensus, vous pouvez traduire par sensation ou par sentiment. Alors, vous savez que sentiment a longtemps été le terme qu'on utilisait à l'âge classique pour traduire consciousness, self-consciousness, sentiment de soi, quand on ne voulait pas utiliser le mot consciosité, et puis pour finir, conscience de soi s'est imposé. Mais longtemps, on a parlé du sentiment de soi-même. Eh bien, ici, on a sensus experimentalis et quasi tactualis. Une sensation, un sentiment expérimental et quasi tactile de moi-même comme sujet permanent. Derrida parlait à une époque de l'auto-affection originaire, n'est-ce pas? Mais on n'est pas loin d'une auto-affection ici, au sens où il y a, pour ainsi dire, une espèce de toucher, de touche de soi-même par soi-même. Bon, deuxième thèse d'Olivier, cette première intuition, donc, est complétée par une autre intuition. Donc j'ai l'intuition de moi-même comme sujet. Et cette première intuition de moi-même comme sujet est complétée par une autre intuition effectuée dans et par le même sensus interne. C'est l'intuition de mes actes comme, je cite, autant d'attributs distincts de cette substance qui doivent à cette substance de subsister et qui existent dans cette substance, qui existent, eux, sur le mode du devenir. Ben, on a l'impression de lire Nietzsche. Texte latin que je n'ai pas le temps de lire, mais sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, mais afin que vous ayez en tête quand même ce qui nous attend, je mets sous les yeux la traduction du texte dont nous repartirons la semaine prochaine. Quand nous appréhendons, dit Olivier,
quando apprehendimus nostros actus quosdam, certains de nos actes, interno sensu, par une sensation interne, nous distinguons de manière quasi expérimentale, c'est-à-dire d'expérience. Nous en faisons l'épreuve, nous l'éprouvons. Nous distinguons de manière quasi expérientielle, enfin, comment dire, empirique. Ça serait peut-être le. Il y a pas, pourquoi pas, après tout. Entre la substance dont ils tirent leur subsistance, leur manance, et en laquelle ils existent. Nous distinguons donc la substance dans laquelle nos actes sont fondés et les sensations, c'est-à-dire qui correspondent à ces actes elles-mêmes. Donc, si je perçois une couleur, il y a une distinction entre cela qui perçoit et la perception même de ce qui est perçu. Interne, intuitive. D'où résulte que nous percevons de manière sensible que nos actes subsistent, demeurent en vertu de cette substance, dépendent de cette substance, et non pas l'inverse, et non pas elle en vertu d'eux, et qu'elle est, elle et elle seule, quelque chose de stable, subsistant, demeurant en soi-même, tandis que ces actes sont dans un devenir continu. Alors, je termine en vous disant donc que cette théorie sur laquelle nous reviendrons la semaine prochaine, on va repartir de ce texte qui est très important, cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes, qui, en termes nietzschéens, et très littéralement, et très explicitement, suppose un être au devenir, un permanent à l'événement, qui zum Geschehen ein Sein supponiert, dirait Nietzsche. Eh bien, cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes, je lui donne le nom de théorie attributiviste, avec une petite étoile, et je nomme le modèle qui articule cette théorie un modèle attributiviste avec une étoile. Je m'expliquerai sur cette graphie et sur cette étoile ou cet astérisque qui la distingue. Et je termine en vous disant que ce modèle olivien, le modèle attributiviste d'Olivi, donc qui va nous servir de cadre et d'horizon dans les semaines qui viennent, comporte donc trois thèses que j'appelle trois thèses attributivistes. Nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs. Eh bien, ce n'est pas Nietzsche qui le dit, c'est Olivi. Actus nostri non apprehenduntur a nobis nisi tanquam predicata vel attributa. Nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs. Deuxièmement, la perception de mes actes est ordonnée, je cite, à celle que j'ai préalablement de moi-même comme sujet de ces actes. Et troisièmement, dans la perception de mes actes, la perception du sujet lui-même, à savoir moi, est première selon ce que Olivi appelle l'ordre naturel. Donc, non seulement à toute activité est supposé un sujet, mais en toute perception d'une activité est présupposée la perception de moi-même comme sujet. Je suis donc toujours déjà compris dans la perception que j'ai de mes actes. Vous voyez, alors c'est très intéressant ça, et c'est de cela que nous repartirons la semaine prochaine. Je voudrais vous signaler que mercredi prochain, 21 donc, aura lieu la journée d'études de la chaire de philosophie médiévale qui vous permettra d'entendre enfin quelqu'un d'autre parler, à savoir un certain nombre d'invités qui présenteront dans la matinée des travaux en cours
dans le domaine de la psychologie, de la métaphysique, de la logique. Et l'après-midi sera consacré à la présentation par un certain nombre des meilleurs spécialistes du dossier d'un texte du franciscain Roger Bacon, dont j'aurai l'occasion de parler d'ailleurs dès la semaine prochaine ici même, lorsque j'évoquerai la théorie du signe qui permet à Pierre de Jean Ollieux, à Olivier, de présenter sa théorie précisément du sujet agent. Ce texte est le De Signis de Roger Bacon, donc contemporain d'Olivier, et qui présente une classification des signes naturels dans deux œuvres, le De Signis, dont il sera beaucoup question mercredi prochain, et le Compendium Studii Theologiae, le manuel d'études de la théologie, deux œuvres tardives, 1267 pour la première, 1292 pour la deuxième, qui jouent un rôle absolument fondamental dans le dispositif franciscain qu'on évoquera désormais en détail, et où on retrouvera non seulement Bacon, bien entendu, mais aussi Olivier et Mathieu d'Aqua Sparta. Voilà, donc je n'ai pas de flyer sur moi, je ne suis pas arrivé dans mon PowerPoint à insérer l'affiche de ce colloque, ce qui fait que mon annonce est complètement cryptée, mais je compte sur votre vertu et sur votre habileté pour retrouver l'indication, ou peut-être que David peut nous dire où ça se passe au moins. On ne sait pas. Bon, mais ça se passe quelque part. Ici, au Collège de France, deux moments. La matinée à partir de 9h, je crois, dans l'amphithéâtre Budet. Donc, une matinée, un après-midi. Et vous aurez donc un certain nombre de collègues français ou italiens, certains de Pariens, comme Christophe Grelard, Jean-Baptiste Brenet, etc. Et l'après-midi, des gens du CNRS ou de l'Université de Bologne, et notamment Madame Irène Rosier-Catache, la grande spécialiste du langage et de la théorie du signe, ainsi que Costantino Marmo, qui est le successeur et l'élève d'Umberto Eco à Bologne, qui vous parleront donc du De Signis. D'ici à tout à l'heure, j'aurais peut-être trouvé le moyen d'afficher l'affiche pour le séminaire. Merci de votre patience.